Bon, j'ai fait des classements avant, mais celui-là il va être compliqué, hein, je le sens bien. Bon, étant donné qu'on est coincé, encore pour un petit moment, j'ai décidé de vous faire un petit classement du MCU, on va dire, de sa création, donc avec le premier Iron Man, jusqu'à aujourd'hui, donc le dernier film sorti étant Spider-Man Far From Home. Donc, j'ai souhaité faire ça uniquement parce que j'avais envie un petit peu de vous donner mon ressenti sur l'un des univers cinématographiques qui semble avoir mis le plus de monde d'accord à l'heure actuelle, autant au niveau de la presse qu'au niveau des spectateurs, parce que faut quand même se remettre dans le contexte que même les Harry Potter ont toujours divisé. Les Star Wars aussi, moins le Seigneur des Anneaux, mais il y en a beaucoup moins. Les James Bond ont toujours divisé. Enfin, dès le moment où on dépasse 6-7 épisodes, les sagas commencent à diviser réellement. Et il y a une tranche de spectateurs qui va continuer d'aimer ça, et il y a une autre tranche qui va commencer à émettre des réserves et à se dire « je suis plus si fan que ça ». Et ce qui est surprenant, c'est que le MCU, hormis 2-3 films qu'on enlève, du genre Iron Man 2, Thor 2 et l'Incroyable Hulk, tous les autres films sont appréciés. Allant de « c'est bien » à « c'est un excellent film, voire même un chef-d'œuvre ». Et moi, ça me surprend toujours parce que personnellement, hormis quelques films, j'ai pas une grosse accroche à cet univers. Je dois vous avouer que je trouve ça un petit peu trop vaste, un peu bordélique même par moments, et qu'il y a certains instants où honnêtement, je comprends pas pourquoi tout le monde apprécie un film ou un autre film. Donc, j'ai décidé de vous faire un classement juste pour que vous situiez à peu près bien ce que j'aime au sein de cet univers et aussi ce que je n'aime pas, parce que malheureusement il y a beaucoup de choses. Vous vous en doutez, j'ai pas envie de vous faire perdre 1 heure de votre vie à faire chaque film un par un, donc j'ai décidé de réunir les films dans 4 catégories et de vous donner mon top 5. Top 5, donc là par contre je m'attarderai un petit peu sur les films, même si je crois que pour les 3/4, il y a des chroniques qui accompagnent ces films-là. Mais donc les autres, j'ai préféré les réunir dans ces catégories parce qu'il y a 23 films, je crois, si je me plante pas. 23 films, si je m'y attarde 5 à 10 minutes chacun, ah ouais, pour plus d'1 heure. Donc non, c'est hors de question. Donc du coup, j'ai fait 4 catégories qui vont avoir plusieurs films en leur sein, et à la fin, on finira par les 5 films que je suppose être les meilleurs de cet univers. Donc on va pas perdre plus de temps, et on va commencer par la première catégorie. Alors, première catégorie que j'ai subtilement appelée « c'est pas bon ». C'est pour moi les 5 films qui, je pense, lorsque l'on arrivera plus tard à un réel bilan peut-être de cet univers, quand il s'achèvera, même si à mon avis ça risque de ne pas arriver tout de suite, au moins il se rebootera, c'est pour moi les 5 films qu'on aura envie de dire à la poubelle, c'est pas les meilleurs. Ces 5 films sont L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier, Iron Man 2 de Jon Favreau, Thor 2 de Alan Taylor, Avengers 2 de Joss Whedon et Avengers Infinity War des frères Russo. Pourquoi ces 5 films Disons que pour l'Incroyable Hulk et Iron Man 2, ça repose surtout sur un immense travail de médiocrité en termes d'écriture, qui fait que derrière, rien ne passe. La réal en plus de ces 2 metteurs en scène, Jon Favreau et Louis Leterrier, est extrêmement fade. Là où sur le premier Iron Man, Jon Favreau a réussi un coup d'éclat en imposant une mise en scène qui faisait pop, là il se perd dans des facilités, des clichés, des grossièretés qui en font presque un film beauf, je trouve, par moment. Et l'Incroyable Hulk, dès la base en fait le projet était foutu. Je veux dire, il est en fait une suite, mais un reboot, et en même temps il met pas complètement à dos tout ce qui a été fait par Ang Lee sur le premier. Enfin c'est un enfer pour moi, ces 2 films-là sont vraiment les plus mauvais de l'univers, avec Thor 2 de Alan Taylor, qui non seulement d'avoir une production digne de Game of Thrones, mais version sous Game of Thrones, a des personnages qui n'ont aucune consistance, a une intrigue qui n'a aucun intérêt, et franchement, vous enlevez Thor 2 de la chronologie du MCU, ça n'a aucune incidence sur tout ce qui se passe dans la suite des événements. Donc ça prouve bien que ce film-là ne sert vraiment à rien du tout. Pour ce qui est de Avengers 2 et Avengers Infinity War, Avengers 2, disons que, pour être sincère, je lui mets un petit bémol. Je le trouve pas bon parce que ça se voit qu'il y a eu des gros problèmes de prod. Moi, on va dire que j'évolue toujours un film sur la capacité qu'il a de faire en sorte que le spectateur, même s'il n'a pas suivi ce qui se passe avant, peut quand même réussir à prendre le fil de l'histoire en cours. Ça n'est pas possible avec Avengers 2 parce qu'il prend quasiment la suite directe du film précédent.
je sais même plus quel film était juste avant Avengers 2, mais il suit vraiment à la lettre près ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que les personnages débarquent dans la situation qui a clos l'épisode précédent. Pour moi, c'est une erreur parce qu'à partir du moment où un film fait ça, ça veut dire qu'il ne prend pas en compte le fait que le spectateur n'a peut-être pas vu ce qui se passe avant. Vous prenez le premier Avengers, ce qui est génial avec celui-ci, c'est que c'est un film qui se prend à part entière. Avengers 2, constamment on est en train de se poser des questions. Constamment on est en train de se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là, qu'est-ce qui arrive à tel personnage, pourquoi il y a ce perso. Et c'est pour moi la plus grande faiblesse de ce film, c'est qu'il a du mal à être seul. Et je pense que c'est ce que Whedon avait envie de faire à la base, comme pour le premier Avengers, mais on lui a pas laissé les outils nécessaires. Et en plus, voilà, si vous connaissez pas l'histoire, il y a eu une production catastrophique et chaotique pour ce film. Joss Whedon a fini avec un burn-out complet. Il arrive quasiment plus à mettre en scène un projet maintenant. Il est à la ramasse. Ça prouve bien quand même que des fois, un blockbuster, ça peut tuer quelqu'un. Et là, je pense que ça a failli tuer Joss Whedon de faire ce film-là. Pour Avengers Infinity War, là, je peux pas mettre de bémol. C'est pour moi un film qui est lent et long, a des enjeux qui sont trop faibles par rapport à ce que ça devrait être. Et je reste sur le fait que, honnêtement, Avengers Infinity War aurait dû se terminer au moment où Thor, dans Avengers Endgame, coupe la tête de Thanos. Parce que je trouve qu'en l'état actuel, la fin d'Avengers Infinity War, c'est vraiment la fin la plus ouvertement putaclic du monde, dans le genre « Hey, reste, la suite, non, c'est dans un an. Allez, mange-toi ça et on en reparle l'année prochaine. » Pour moi, c'est pas bon. Et au-delà de ça, je trouve que la mise en scène des frères Russo ici ne passe pas du tout. Il n'y a aucun plan iconique, il n'y a aucun élément marquant. C'est vraiment dommage. Pour moi, ces 5 films-là, je pense que quand le temps aura passé, quand on aura pris du recul sur cet univers, ça sera les films où on dira ouvertement « Ils ne servent à rien, mettons-les de côté ». Ensuite, il y a la catégorie que j'ai appelée « Ça passe ». C'est-à-dire que ce sont des bons films, mais n'ont pas forcément tous les outils nécessaires pour être les meilleurs du lot. Ils sont donc Captain America Civil War, Spider-Man Homecoming, Ant-Man and the Wasp, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 et Captain Marvel. Disons que pour Civil War, c'est parce que je trouve que pour les enjeux, ça reste un pugilat sur un parking d'aéroport. Et c'est un peu triste parce que honnêtement, vu les enjeux que ça aurait pu avoir, il aurait fallu caler Civil War après Avengers Endgame. Et encore, je pense qu'il aurait fallu encore attendre un petit peu pour que vraiment ce soit attaché à tous les héros, qu'il y ait vraiment tout plein de choses mises en place. Et là, ça aurait pu avoir un vrai impact parce qu'il aurait pu y avoir un vrai choc des titans. Or là, non, ça se limite, comme je le disais, à un pugilat sur un parking et c'est juste triste. Spider-Man Homecoming, je trouve que ça fait trop teen movie ringard. Là où on en parlera après, Spider-Man Far From Home arrive lui à avoir vraiment un côté teen movie et road trip qui fonctionne bien. Homecoming est juste un moyen de lancer Spider-Man, d'amadouer le chaland, de lui promettre des belles choses et surtout de mettre une dose d'Iron Man en sachant que juste après on va le buter allègrement. Enfin voilà, c'est vraiment histoire de rattacher le spectateur à un perso et je suis pas hyper fan de l'interprétation de Tom Holland, ça fait que j'ai beaucoup de mal à m'accrocher. La seule chose qui, je trouve, sauvait le film, c'était Michael Keaton. Et même avec ça en tête, je vous avoue que lorsque je vois sa tête dans Morbius, j'ai un peu envie de me taper une barre. Pour ce qui est d'Ant-Man and the Wasp, c'est drôle, c'est dynamique, mais c'est très limité en termes d'enjeux. Ça fait vraiment film filler. Et à l'époque, je me rappelle que j'avais beaucoup défendu. Avec le recul, je trouve que le film est assez oubliable, qu'il fonctionne par le biais du duo Evangeline Lilly et Paul Rudd, mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui tient le film. C'est son plus grand défaut et c'est pour moi sa plus grande maladresse. Mais pour autant, je peux pas dire que je m'ennuie devant ce film. C'est pas un film devant lequel je m'ennuie, c'est un film devant lequel je m'amuse bien. Mais c'est un film que j'oublie assez rapidement également après l'avoir vu. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, je le mets dans sa passe parce que c'est vraiment la même recette que sur le premier. Et ça fait que du coup, il y a la surprise qui est vraiment en moins. Et même si ça passe, même si c'est divertissant, l'histoire est très anecdotique. Elle est pour autant assez symbolique. Mais elle ne suffit pas à rendre le film nécessaire. Et je trouve que du coup, on l'enlève un petit peu de la timeline. Il ne sert pas vraiment à grand chose. Et c'est son plus grand défaut, c'est le même défaut qu'on peut mettre à Ant-Man and the Wasp, c'est cette impression que lorsqu'on arrive à la fin du film, on se dit qu'est-ce qui va potentiellement impacter le reste de l'univers. Et là on se dit qu'il n'y a rien, et même si en tant que tel, pendant une époque, j'ai beaucoup aimé défendre justement les films qui faisaient en sorte d'être des films à part entière, je trouve que s'inclure dans l'univers
mais ne jamais pleinement assumer, ça n'est pas forcément non plus une bonne chose. Et c'est peut-être pour ça qu'avec le recul, je me dis que les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est sympathique, mais qu'il aurait fallu avoir peut-être un petit peu plus de coronesse pour réussir à amener le projet plus loin. Et Captain Marvel, parce que Captain Marvel, c'est bien, mais c'est pas foufou. Disons que c'est pas une œuvre devant laquelle je me dis waouh, c'est hyper bien mis en scène, waouh, c'est complètement fou, waouh, il y a une vraie histoire. C'est une histoire qui se tient, qui se porte de bout en bout, mais quand tu arrives à la fin, tu te dis ouais, est-ce que ça va avoir une vraie incidence sur la suite? Non, c'est juste histoire d'introduire le perso, de montrer qu'elle a des pouvoirs qui dépassent un petit peu l'entendement et que c'est pas pour rien qu'elle va débarquer à ce moment-là dans l'histoire. Enfin, voilà, c'est juste cette impression-là. Mais bon, ils ont réussi à bien l'acheminer ensuite dans Avengers Endgame, donc je peux pas trop en vouloir. Mais voilà, disons que ces films-là, c'est des films que on va se dire c'est sympathique, mais sur le long terme, on va pas forcément vraiment les garder en tête. On va juste se dire ouais, on se divertit bien devant, ça passe un dimanche après-midi. Je me le remettrai peut-être pas 3-4 fois, mais ça va. C'est pas des films fous, mais c'est des films qui tiennent la route. Ensuite, on passe à la catégorie subtilement nommée « C'est bon ». Ce sont des films que j'aime bien, que je peux regarder, où je trouve qu'il y a une vraie qualité qui emporte le long métrage, mais ça n'est pas non plus des très grands films. Il s'agit donc de Iron Man 3, de Thor, de Captain America le Soldat de l'Hiver et de Avengers Endgame. Pour ce qui est d'Iron Man 3, je trouve que Shane Black a vraiment réussi à apporter quelque chose de très particulier à son long métrage, quelque chose qui est vivement critiqué puisqu'il y a notamment le mandarin qui est utilisé d'une manière assez particulière et qui moi m'avait fait beaucoup rire lorsque je l'avais vu, je m'en rappelle encore, mais je peux comprendre également qu'on ait l'impression de s'être fait manipuler. Mais si on est adepte du cinéma de Shane Black, on sait que c'est un des éléments particuliers qui fait la sève de son art. Et donc je peux pas en vouloir à Shane Black de vouloir s'amuser avec nous. C'est pas possible. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime ce film. J'aime ce film parce qu'il y a Guy Pearce aussi. J'aime ce film parce qu'il y a Ben Kingsley qui est totalement en roue libre mais qui passe hyper bien. J'aime ce film parce que Gwyneth Paltrow prend enfin un petit peu d'importance, même si ça sera qu'après qu'elle arrivera vraiment à aller encore plus loin. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui est audacieux pour ce qu'il est. C'est pas non plus une œuvre qui emporte totalement les cœurs, mais voilà. Je peux pas m'empêcher de le trouver assez entraînant et vraiment cool. Pour ce qui est de Thor de Kenneth Branagh, je trouve que, avec le recul, je me rappelle que lorsque je l'avais vu, je m'étais vraiment dit que c'était sympa, mais qu'il manquait quelque chose. Aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des films qui essaye le plus possible de jouer avec sa base dramatique, c'est-à-dire ce côté très shakespearien, et en même temps d'apporter ce qu'il faut pour faire en sorte que on soit entraîné par l'univers, qu'on le trouve atypique. Et on va dire que là où les quelques films juste avant, c'était vraiment ancré sur la planète Terre, le fait de voir Asgard, ça donne une certaine ouverture et je ne saurais pas comment dire, mais j'ai un peu l'impression qu'avant on était en huis clos et que là d'un seul coup on ouvre les fenêtres et on essaye de nous faire sortir un petit peu et de nous voir le monde du MCU avec un nouvel œil. Et c'est pour ça que j'aime bien le film de Kenneth Branagh, parce que je trouve qu'il y a quand même des super acteurs, il y a Stellan Skarsgård, il y a Natalie Portman, il y a Anthony Hopkins, tous des acteurs qui en plus jouent vraiment très très bien. Et c'est vraiment pour le coup une jolie surprise à l'époque. Je sais que le film est surtout connu pour être entièrement débulé et que le seul autre film qui est du même genre est un énorme nanar, à moitié conspirationniste et surtout faisant de l'apologie de la scientologie. Mais il a essayé de faire quelque chose. Ça se tient pas forcément non plus de bout en bout, mais il y a l'idée. Captain America le Soldat de l'Hiver, pour l'histoire surtout. Je trouve que la manière avec laquelle ils ont géré le récit, les frères Russo, donne lieu à quelque chose de vraiment prenant et qui surtout à l'époque était vraiment particulier. J'aimais beaucoup cette idée qu'on nous montre deux personnages qui vont partir en vadrouille et qui vont essayer de comprendre pourquoi le Shield n'est finalement pas ce qu'il donne l'impression d'être. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je m'en suis vraiment rappelé très longtemps et je me suis dit que c'était l'une des histoires les plus originales qu'il y avait au sein du MCU. La mise en scène des frères Russo faisant que derrière, par contre, je trouve qu'en termes de scénographie, en termes de rythmique, c'est par moments vraiment le bazar. Et quand c'est pas le bazar, c'est assez moche, notamment cette envie de vouloir constamment faire une caméra à l'épaule qui ne fonctionne pas toujours très bien, surtout quand on passe après Avengers où Joss Whedon a réussi avec une caméra qui était quasiment constamment portée et où l'image fixe n'avait été vraiment importante. Ça détonne un peu. Je trouve que du coup les frères Russo ils maîtrisent pas forcément ça et si l'histoire est prenante, je trouve que la mise en scène ne l'est pas plus que ça. Et pour ce qui est de Avengers Endgame,
c'est pour le film en tant que tel. Je dis pas que c'est une grande œuvre, je dis que c'est une œuvre qui au sein du MCU a une saveur symbolique. Et c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de l'apprécier. Encore une fois, j'ai ce problème avec la mise en scène des frères Russo, même s'ils se calment sur pas mal d'effets. Mais il y a ce côté, je dirais pas tire-larme, mais nostalgique, où on nous fait revenir dans des univers qu'on a déjà vus, où on nous fait retrouver des personnages qu'on a perdus, et des petites choses comme ça, et ça fonctionne. C'est un peu grossier et matraqué à la truelle, mais ça fonctionne, et ça fait qu'on se laisse embarquer. Et c'est pour ça qu'au final, Avengers Endgame, j'ai envie de dire que c'est bon. C'est bon, c'est un bon film. C'est pas non plus un film que je reverrai tout le temps, mais c'est un film, des fois, je me le remets, et je trouve que malgré le fait qu'il dure 3 heures, franchement, il passe bien. Il passe vraiment bien. Ouais. Je pense que ces 4 films, c'est des films que je serais capable de remater. Parce qu'ils ont une saveur particulière et je les trouve assez entraînants. Alors, passons maintenant à la catégorie... Je l'avais appelé à la base excellent, mais je me dis que le terme très bon et à revoir est plus justifié. Donc, la catégorie très bon et à revoir, dedans, il y a Thor 3, Spider-Man Far From Home, Doctor Strange et Captain America. Thor 3 parce que Taika Waititi s'est vraiment éclaté. Tu sens qu'il a pris le perso, qu'il a compris que dans Thor 2 ça ne fonctionnait pas, qu'il a essayé d'aller un petit peu à l'encontre de beaucoup de choses et bah ça marche. Je trouve vraiment que ça marche. On est sur un perso qui est constamment en décalage, qui s'amuse des situations. On est sur une écriture qui joue vraiment avec les situations. Et là-dessus, c'est vraiment ce qui, pour moi, fait la grande réussite de ce film. On passe en plus par des duos d'acteurs qui sont légendaires. Moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire que Cate Blanchett a vraiment quelque chose de génial. Elle dépote et elle a un perso qu'elle arrive très très bien à emporter le plus loin possible. Et ouais, je trouve qu'au final, ça fonctionne assez bien. Disons que pour ce qui est de Spider-Man Far From Home, je trouve que Jon Watts a réussi à emmener le perso dans une direction intéressante. Parce que dans Homecoming, comme je l'évoquais avant, je trouvais que c'était un teen movie, mais un teen movie un peu foiré. Là, l'avantage, c'est que Spider-Man Far From Home est vraiment un film qui veut plus aller dans l'idée d'un road movie, et en même temps de vouloir garder ce côté un petit peu teen spirit qui fonctionne assez bien. Et je trouve qu'ici c'est plus réussi. Il y a notamment le plot twist autour de Jake Gyllenhaal que je trouve plutôt bien senti et qui amène une certaine profondeur à tout ça qui fait que on est attaché et qu'on aime bien cet ensemble. C'est encore une fois un petit peu sur la corde sensible, c'est le même problème que sur Homecoming, mais je trouve que là, Far From Home, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est un film que j'ai pris plaisir à revoir une deuxième fois, et je me dis que je pourrais encore le revoir, parce qu'il a vraiment une saveur un petit peu hors norme, qui le rend attachant et entraînant. Doctor Strange, parce que je trouve vraiment que Scott Derrickson a réussi à amener une petite bombe au sein de l'univers Marvel. Parce que lorsque Doctor Strange est sorti, il y avait un petit peu tout qui avait été raconté. On était dans l'espace, on avait rencontré des personnages venant du royaume des dieux, on avait fait face à des ennemis venant un petit peu de tous les bords. Et ce perso, en arrivant ainsi, avec son univers un petit peu spirituel, orienté autour des mantras, autour de la croyance, je ne saurais pas comment vous dire, mais l'esthétique de Derrickson très orientée cinéma de genre, l'esprit du film un petit peu décalé, le fait qu'on change un petit peu de scénariste, ça fonctionnait bien. Et même encore aujourd'hui, c'est un des films que j'aime le plus re-regarder parce que, je sais pas, je trouve vraiment réussi. En plus, au-delà de ça, Benedict Cumberbatch, c'est cœur pour lui parce qu'il est vraiment extraordinaire. Et là, je trouve que le perso, il arrive à le rendre attachant, détestable, médiocre, mais fort. Enfin, il arrive à le faire passer par tellement d'étapes que je peux pas m'empêcher d'avoir un énorme attachement à ce perso et que je trouve que c'est l'un des persos les plus maîtrisés de l'univers Marvel. Ça et Benedict Wong, qui est lui aussi excellent en sidekick, que je trouve vraiment bon, et c'est peut-être un des rares points forts qu'il y a dans Avengers et Infinity War et Endgame parce que leur duo fonctionne à merveille. Et j'ai une saveur particulière pour ce film. Et le dernier, alors là le dernier c'est ma Madeleine de Proust, Captain America de Joe Johnston. Il est trop cool ce film.
Peut-être parce qu'il est tourné à l'ancienne et que je suis un vieux ringard qui adore les films où on voit des repères dans la montagne incrustés à un endroit où franchement ça serait impossible de les incruster. Peut-être parce que, j'en sais rien, on a des persos avec des masques complètement fous. Peut-être parce que le personnage amené est intéressant, parce que Chris Evans déboîte, parce que l'histoire est prenante, parce que le contexte est trop cool, j'en sais rien. Mais j'aime beaucoup Captain America. Je trouve que c'est un des films les plus intéressants au sein de l'univers Marvel. C'est en même temps un trip rétro et en même temps un film qui aborde des thématiques assez importantes au sein de la suite du récit. C'est l'aboutissement d'un personnage qu'on attendait beaucoup à l'époque. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Captain America. C'est vraiment un film devant lequel je me suis pas ennuyé et que je prends plaisir encore aujourd'hui à regarder encore et encore et encore parce que j'ai un attachement particulier à ce film. Je trouve beau, je trouve réussi et je trouve que dans l'ensemble, son côté old school fait sa plus grande force et ça donne un côté vraiment concret, physique, évident à tout ce qui est mis en scène. Et c'est ça en fait moi qui m'attache à ce genre de projet. C'est que je trouve que c'est prenant et on se laisse embarquer. Donc là c'est bon, on a fait les autres films, maintenant je vais vous parler des 5 films que je garde vraiment en tête lorsque je pense au MCU. Le 5e, c'est Les Gardiens de la Galaxie, par James Gunn. Parce qu'il y a eu la surprise à l'époque. Surprise qu'on n'a pas retrouvée donc dans le 2e, mais dans le 1er, elle était là. Elle était concrète, il y avait ce côté décalé, il y avait ce côté très fun, il y avait cette ambiance si particulière, ces personnages hauts en couleur, cette aventure complètement rocambolesque, ces héros qui sont juste complètement hors normes. Et ça fonctionne parce que James Gunn, il y amène une atmosphère particulière, il y amène une force, un esprit, une certaine vivacité, enfin... Moi, je kiffe Les Gardiens de la Galaxie. C'est pas un film devant lequel je suis en train de me dire c'est du grand cinéma, c'est un film devant lequel je me dis que c'est un divertissement qui s'assume de bout en bout en tant que tel, et ça marche. Ça marche à 200% et ouais, j'aime vraiment Les Gardiens de la Galaxie volume 1. Je trouve que ça fonctionne à 200% et que James Gunn, il a réussi à en faire un très bon film. Le 2e, c'est Ant-Man, le 1er, dont j'ai perdu le nom du réalisateur parce qu'à chaque fois, c'est un Yes Man. Pas parce qu'il a réalisé Yes Man, mais c'est un peu le cas. Mais disons que le premier Ant-Man, ce qui fait que j'apprécie beaucoup ce film, c'est avant tout cette sensation qu'il y a l'esprit d'Edgar Wright qui plane tout du long de ce long métrage. Je dirais pas non plus, enfin, faut pas non plus ne pas enlever donc à ce cher dont j'ai perdu le nom, Peyton Reed, c'est ça. Faut pas enlever à Peyton Reed le fait qu'il ait quand même repris le projet et que concrètement, il a dû se débrouiller avec un truc qui était quasiment terminé. Mais Edgar Wright a laissé plein de choses sur ce projet. Allez, c'est un perso qui littéralement symbolise quasiment tout son cinéma avec ses petits résumés. Allez, c'est une ambiance. Allez, c'est un décalage. Allez, c'est une forme. Allez, c'est une certaine profondeur. Enfin, honnêtement, vous enlevez Paul Rudd et vous mettez Simon Pegg en tête d'affiche, vous avez un pur film d'Edgar Wright. Malgré tout le casting qu'il y a derrière, le format et tout est du Edgar Wright. Peyton Reed a très bien réussi, lui de son côté, à faire en sorte que le travail d'Edgar Wright soit tout de même présent à l'écran, mais que le film aille dans la bonne direction du MCU. Donc du coup, j'aime énormément ce film. Parce que l'intrigue est dynamique, parce qu'il y a un vrai jeu autour des échelles, jeu qu'on ne retrouve pas dans Ant-Man and the Wasp parce que le film étant en scope, ça fonctionne moins bien, mais là, le flat fait que on voit la réduction, enfin il y a tout, la séquence dans la baignoire, je la trouve extraordinaire, quasiment rien que pour ça, parce que la réduction, tu la sens, les effets sont hyper bien foutus, et toute l'histoire est vraiment entraînante. Toute l'histoire, je veux dire, cet attachement au personnage scientifique, cette ambition qu'il y a derrière avec le travail du graphisme, c'est un film qui, malgré le fait d'avoir perdu son auteur de base, arrive quand même à être entraînant. Peut-être que c'est dû aussi à la présence d'Adam McKay à l'écriture, avec Edgar Wright, ou peut-être que c'est dû à énormément de choses, mais en tout cas, je pense que Peyton Reed a très bien réussi à comprendre qu'un mec était passé derrière, qu'il ne pouvait pas lui voler complètement à tête d'affiche, et il s'est dit hop, je vais reprendre son travail, je ne vais pas me l'accaparer, je vais essayer de le retranscrire le mieux possible, tout en étant dans les cordes des producteurs, pour que le projet ait cette tête-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup Ant-Man. Le 3e, c'est évidemment Iron Man de Jon Favreau, parce que c'était le premier, parce qu'il est très intéressant dans sa dynamique d'écriture, dans sa composition des personnages, dans sa rythmique et parce que Robert Downey Jr.
Parce qu'à l'époque, il faut vous remettre dans le contexte qu'il était quasiment mort, qu'on parlait plus de lui, qu'on le mettait plus en avant, qu'il était rongé par ses vieux démons, que ce soit au cinéma ou que ce soit en cure de désintox. Et il a réussi à renaître avec ce film. Et pour moi, il a fait au moins 75% du boulot sur ce long métrage. Le reste, c'est Jon Favreau, avec une mise en scène dynamique, avec un côté très comique, avec un décalage de situation, mais en même temps une vraie envie de vouloir montrer une mise en scène qui soit intéressante, qui joue bien avec les graphismes, mais en même temps qui soit très terre-à-terre, qui ne cherche pas à en faire trop. Tout dedans fait que ce film est bon, parce que tout épouse cette ambition de vouloir se mêler à un personnage qui doit être charismatique. Et qu'est-ce qui rend un personnage charismatique? C'est un acteur. Donc Jon Favreau se met littéralement au service de Robert Downey Jr. pour faire en sorte que le film le mette le mieux en avant possible. C'est ça qui fait que je pense, sans le moindre doute, Iron Man est l'un des films les plus réussis du MCU, c'est parce qu'il comprend comment faire en sorte que la mécanique de mise en scène épouse un acteur qui se met du coup au service du personnage et donc du film. Le deuxième, c'est Avengers de Joss Whedon, que j'estime être pas loin d'un chef-d'œuvre. Pour la simple et bonne raison que c'est un film qui est réellement maîtrisé et pour moi, comme je l'évoquais avant, il a la plus grande qualité du monde. C'est que malgré le fait qu'il fasse partie de l'univers, il peut être vu par quelqu'un qui n'a suivi aucun des films avant. Si tu n'as pas vu l'Incroyable Hulk, si tu n'as pas vu Iron Man, si tu n'as pas vu Iron Man 2, si tu n'as pas vu Thor, tu comprends quand même Avengers. Et c'est ce qui fait la réussite du film de Joss Whedon. Bien au-delà du fait que c'est un film qui arrive très très bien à jouer avec le côté post-11 septembre sans en faire des caisses. Bien au-delà du fait que ce soit un film qui arrive à montrer des personnages qui ont une réelle évolution de bout en bout de récit et pas simplement comme si ça faisait une petite étape au sein d'un immense univers cinématographique dans lequel il faudrait avoir 15 films pour arriver à comprendre complètement l'envergure de leur développement psychologique. Non, c'est juste un film qui raconte l'histoire d'un groupe de mecs charismatiques qui vont se retrouver ensemble à devoir lutter contre une menace qu'ils n'arrivent pas à identifier, mais qu'ils vont devoir exterminer pour faire en sorte de sauver le monde. C'est un film de super-héros à l'ancienne, dans un contexte moderne, avec un cinéaste qui parvient à faire en sorte que sa mise en scène épouse totalement cela. C'est pour moi l'une des plus grandes réussites du MCU, c'est d'avoir réussi à confier à un mec qui à la base ne savait quasiment rien du tout de cet univers, les commandes d'un projet qu'il a su totalement transcender. Et le premier, vous avez dû vous en douter vu qu'il est juste derrière moi. Je sais pas, mais Black Panther de Ryan Coogler est un film que j'adore et que je trouve fantastique. C'est vraiment un film que je trouve très réussi. Que les gens n'ont pas arrêté de conspuer depuis qu'il est sorti, disant « Oh non mais c'est pas si original que ça, c'est quand même bizarre, ça a une forme très classique. » Je trouve pas. C'est un film qui prend des allures de film d'espionnage, c'est un film qui arrive à parler de la famille avec une grande lucidité. C'est un film qui arrive à évoquer des sujets complexes. C'est un film qui a un antagoniste qui déboîte, mais vraiment déboîte. Michael B. Jordan est extraordinaire. C'est un film qui comporte tout ce qui fait pour moi la sève d'un bon film du MCU. Et je sais que quand il est sorti, je m'étais dit, c'est sympa, mais c'est pas l'un des grands films du MCU. Avec le recul, je me rends compte que c'est peut-être un des films les plus maîtrisés du MCU, dans le sens où il a un univers à part entière, où tu débarques dedans, tu n'es pas perdu parce qu'on te replace un contexte, malgré le fait qu'évidemment on l'a évoqué avant. Et je trouve que c'est surtout une magnifique réintroduction d'un personnage qui dans Civil War avait une place quasi proche du ridicule et qui ici gagne en puissance, gagne en justesse, gagne en lucidité et gagne en clairvoyance. Et je ne peux pas m'empêcher de trouver l'univers extrêmement dense et pour autant clair. C'est pour ça que je trouve que le film de Ryan Coogler est l'un des meilleurs films produits par le MCU depuis sa création. C'est un film qui arrive à avoir une ambition démesurée tout en étant dans sa petite case. C'est un film qui, en n'étant pas forcément le plus gros budget du MCU, a réussi à devenir l'un des films les plus rentables de celui-ci. C'est un film qui, quand même, je vous rappelle, a fait un premier week-end au box-office américain de plus de 200 millions de dollars. Chose que tous les films n'ont pas forcément réussi à faire. Les Avengers, ils ont réussi, mais sinon le reste, je crois qu'on tournait généralement autour de 150-160 millions. Là, pour le coup, lorsqu'ils ont fait plus de 200 millions, je peux vous assurer que Ryan Coogler, il avait les petites faveurs des mecs de chez Marvel Studios. Ça devait être impressionnant. Kevin Feige devait être en train de prier. Mais vraiment, c'est le film que j'apprécie le plus. On a parlé de beaucoup de films ici. On a évoqué beaucoup de choses. Je veux que vous reteniez ça. L'originalité de Black Panther ne réside pas forcément dans son univers, mais avant tout par ses acteurs,
par son réalisateur et par la manière avec laquelle il a joué avec son univers. C'est la plus grande réussite de ce film et c'est pour moi le meilleur de la saga MCU. C'est bon, on a réussi à s'en sortir. Il y avait pas mal de choses à évoquer. Bon, je me doute que vous n'allez pas être d'accord avec mon classement. J'en suis bien conscient. Si vous avez la motive, parce qu'il y a quand même beaucoup de films à classer, mettez-le dans les commentaires, je regarderai ça ensuite. Mais en tout cas, gardez une chose en tête, c'est un univers devant lequel j'ai beaucoup de mal. Les 5 films que j'ai cités comme étant les meilleurs, ce ne sont pas des films que je vais mettre dans un classement des meilleurs films de tous les temps. Ce sont des films que je trouve bien, qui sont entraînants, et peut-être Black Panther et Avengers, je les mettrai dans un classement. Et encore, c'est même pas sûr. Mais dites-vous que les 3/4 des films dont j'ai parlé aujourd'hui, ce sont des films qui, franchement, je pense que d'ici quelques années, malheureusement, on les aura oubliés. Parce que ce ne sont pas des films qui sont forcément extraordinaires, ce sont des films qui sont justes, mais je pense qu'on se souviendra avant tout de l'univers parce que ça n'a jamais été fait au cinéma. Un tel univers avec autant de films reliés les uns aux autres et sortant à une rythmique quand même plutôt élevée. C'est-à-dire qu'en quasiment un peu plus de 10 ans, on a sorti 23 films, ce qui reste quand même monumental. Mais c'est ça que j'ai envie que vous gardiez en tête. C'est que peu importe le classement qu'on a chacun en tête de ce film, ou de cet univers, ou de chacun ce qu'on en pense, ce qui est important, c'est que on va au moins avoir 1 ou 2 films dont on va se souvenir. Et même si certains pensent que ça n'est pas du cinéma, je pense que le MCU reste quand même une jolie épreuve de force cinématographique qui survivra au temps en tant qu'objet. Peut-être pas à chaque film, mais en tant qu'objet concret, ça arrivera certainement à survivre. D'ici là, comme d'habitude, je vais vous dire de regarder des films chez vous, parce que c'est bien de regarder des films chez soi, et qu'on se retrouvera bien évidemment ici pour parler de films, bien évidemment. A plus. Oh, ce fut long. Ce fut très long.